Ce petit paradis est situé à Ploufragan, mais il ne faut pas le dire, un paradis sur terre, dans un cadre merveilleux, un endroit magique. C'est l'un de mes coups de cœur, les propriétaires heureux. Ils aiment leur jardin et ça se voit. En explorant les lieux, on imagine l'ampleur du travail. Il leur a fallu beaucoup d'années pour obtenir ce résultat. Et en plus, ils sont passionnés par la nature. Elle vient à eux naturellement vu le contexte. Dans cet endroit magique, des oiseaux magiques aussi ont décidé de s'installer, des pics et pêches. Les pics et pêches construisent régulièrement de nouvelles cavités dans les arbres. De tous les pics, c'est sans doute le plus répandu et le plus commun. Son plumage bigarré de 3 couleurs bien contrastées, sa taille à peu près celle d'un merle. On peut différencier facilement le mâle de la femelle par sa calotte crânienne, d'un beau rouge, alors que la femelle a une calotte entièrement noire. La confusion est donc exclue, du moins en hiver et au printemps. Elle est facile par contre avec les jeunes, ceux de l'épêche, possédant aussi une calotte rouge jusqu'à l'automne. Les cris seront précieux pour une oreille exercée. Les pics sont sans aucun doute les oiseaux qui symbolisent le mieux l'arbre et la forêt. Ils sont adaptés à grimper et à creuser le bois pour se nourrir et se loger. L'allure typique, le coup parallèle au tronc sur lequel ils sont accrochés, leur déplacement nerveux, leur descente parfois à reculons, leur capacité à trouer le bois, en font des animaux a priori connus de tous. Ce ne sont pourtant pas des oiseaux que l'on peut réellement qualifier d'abondants. La déforestation progressive de l'Europe depuis le Moyen-Âge et plus près de nous le remplacement par des résineux ont réduit sérieusement leur effectif. Nous verrons cependant comment le pic-et-pêche, par exemple, a su s'adapter à des milieux très différents et rester un oiseau facilement observable. Par ailleurs, tous ces oiseaux ont été pourchassés par l'homme, qui les accusait d'abîmer les arbres, et ce n'est que depuis 1950 qu'en France, tous les pics sont protégés. Nos pics ont un vol tout à fait particulier qui les différencie bien des autres oiseaux. En effet, les pics ont un vol ondulé, entre 4 ou 5 coups d'ailes. Cet oiseau ramène ses ailes le long du corps et redescend légèrement. Les pics parcourent rarement de grandes distances et se contentent généralement de gagner un arbre proche. En effet, l'arbre est au pic ce que l'eau est au canard. La lente évolution des êtres vivants a façonné un oiseau adapté à une vie arboricole. D'abord, pour se déplacer sur les troncs verticaux, les pics possèdent des pattes courtes avec 2 doigts en avant et 2 en arrière, munis d'ongles forts. Ces griffes font d'ailleurs un bruit tout à fait caractéristique lorsque le pic se déplace sur le tronc. Il possède aussi une queue dont les plumes sont beaucoup plus rigides que celles des autres oiseaux. Elle lui assure un 3e point d'appui qui sert en même temps de point d'élan pour progresser sur les troncs. Les pics sont des espèces vivant dans des milieux fermés où la visibilité réduite nécessite des signaux appropriés afin que les individus se situent et affirment leur territoire. Les couleurs violentes que portent la plupart des pics sont une illustration. Les sons restent ce qu'il y a de plus adapté à ce milieu, et l'oiseau se fait reconnaître de ses congénères, surtout par les cris, tambourinages, martèlements et chants.
Comme la plupart des oiseaux, les pics émettent de nombreuses vocalisations traduisant divers états de l'individu. Chants, cris d'alarme, cris de contact entre partenaires ou cris d'envol. Si les cris sont fréquents tout au long de l'année, le chant proprement dit ne se fait entendre qu'à partir de l'automne, c'est-à-dire dès le début de l'appropriation des territoires et jusqu'à la fin de la reproduction. Les trous du pic sont des éléments essentiels de la vie de l'oiseau. Non seulement il niche dans les cavités creusées à la force de son bec, mais il y dort tout au long de l'année. La ponte commence dans les quelques jours qui suivent la fin du creusement, vers la fin avril ou le début mai. Chaque jour, un œuf tout blanc est déposé au fond de la cavité à même le bois ou sur quelques copeaux. La couvée est une moyenne de 4 à 7 œufs. L'incubation commence dès que le dernier œuf est pondu. Le mâle et la femelle se relaient sur la ponte pendant une douzaine de jours, durant l'incubation puis plus tard avec les jeunes. C'est d'ailleurs lui qui y passe la nuit, alors que la femelle rejoint une cavité proche pour dormir. À l'éclosion, les jeunes sont nus et aveugles. Le nourrissage commence aussitôt. Souvent après une descente à reculons jusqu'au trou, l'adulte entre dans la cavité la tête en bas en s'agrippant aux parois et en opposant les pattes. Il va toucher les commissions du bec des oisillons qui réagissent immédiatement en écartant largement les mandibules. Les pics bigarrés portant toujours une petite portion au bec, cela les oblige à des allées et venues incessantes, dans un rayon d'environ 200 mètres autour du nid. Quand les oisillons ont environ 2 semaines, le mâle ne passe plus la nuit dans le nid et rejoint comme la femelle une cavité proche. Lorsque les rectrices deviennent rigides, les jeunes se mettent à grimper le long des parois puis viennent se faire nourrir à l'entrée même de la cavité. Parallèlement, le nid va commencer à être souillé. En effet, les premiers jours, les adultes avalent les fientes, puis plus tard les emportent au loin de la loge. Tous les jeunes piscidés manifestent leur présence au nid par un continuel bourdonnement qui permet à l'observateur de découvrir les nids occupés. Bientôt, les jeunes apparaissent à tour de rôle à l'entrée et produisent un bruit assez continu. Après 22 jours après l'éclosion, les jeunes quittent le nid. Pour les parents, c'est un moment de grande excitation manifesté par des vols, des cris, des mortellement et des tambourinages que je n'ai pas réussi à filmer. Les jeunes pics restent les premières à proximité du nid, dormant dans la cavité ou sur une branche, tout contre le tronc. Progressivement, ils suivent les adultes. Les pics et pêches n'élèvent normalement qu'une nichée par an, mais s'il y a perte des œufs ou des jeunes dans les premiers jours, il y aura toujours une ponte nouvelle de remplacement. Après l'envol, la famille s'éloigne et reste cohérente 1 ou 2 semaines encore. Mais les pics ne sont pas sociables, même pendant la nidification. Les adultes reprenant leurs habitudes solitaires ne tolèrent plus la présence des jeunes, et ceux-ci s'égayent en quête d'un territoire libre.
Le rôle des pics dans le système forestier ne se limite pas à une action directe sur les arbres ou sur les insectes qui y vivent. Ils ont une action indirecte dans le cycle biologique de la forêt. Dans une certaine mesure, le forage et le démontage des arbres morts ou des souches par les pics épêches intervient dans la dégradation du bois et accélère sa transformation en humus. Mais surtout par leur activité de creusement de loges, les pics jouent un rôle très important sur la faune qui niche en cavité. Leur action a une incidence remarquable sur un nombre varié d'autres espèces. Ainsi, on estime que près de 30% des oiseaux nicheurs en cavité utilisent leur loge. L'existence des cavités et des troncs creux est suffisamment importante pour la faune pour motiver l'introduction de textes officiels. Ainsi, par décision de la direction de l'Office national des forêts, les forestiers doivent conserver au moins 2 arbres creux par zone de 100 hectares de forêt. Même si quelques griefs peuvent encore être faits au pic, l'ampleur de leur rôle dans l'équilibre du système forestier justifie largement leur protection soutenue, mais il est vrai qu'aujourd'hui, peu de gens songent encore à le maudire. Le pic épêche est dépendant des vieux arbres et du bois mort. La survie de grands arbres indigènes n'est pas garantie, en particulier dans les zones cultivées et les agglomérations. Pour éviter que cet oiseau figure dans la liste rouge, il faut maintenir et favoriser les vieux arbres dans les agglomérations, de préserver davantage d'arbres isolés en milieu agricole et de favoriser les arbres biotopes en forêt. Mon film va bientôt se terminer avec ces magnifiques oiseaux et je quitte aussi ce petit paradis. Je pense qu'ils reviendront. Et un grand merci. Sur le rebord de ma fenêtre, j'ai posé un tout petit chalet de bois. Un merle noir passe à la tête, picora les graines, se blottit sous le toit. Dans le jardin de ma maison, j'ai construit un mur de pierre et de fougères pour abriter un hérisson et le protéger des routes meurtrières. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, crapauds, coccinelles, hannetons, chacun a droit à sa maison. Donnons à chacun un refuge, hibou, papillon et drôle de buse. Laissons une place à la vie, chacun a le droit à un abri. Dans mon quartier, on a créé de jolis jardins à partager. Des abeilles sont arrivées, heureuses de voler et butiner. Dans les forêts et dans les champs, on garde buissons et ronciers pour que les biches et les fans se promènent libres sans danger. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, crapauds, coccinelles, hannetons, chacun a droit à sa maison. Donnons à chacun un refuge, hibou, papillon et grande buse. Laissons une place à la vie, chacun a le droit à un abri. La terre est notre seul abri, notre refuge dans la galaxie. Pour tous les hommes, les animaux, les arbres, les plantes et les oiseaux. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, baleines, pandas et ours bruns. Chacun